sujet qui me tient particulièrement à cœur, le sujet de la responsabilité sociétale des entreprises et des risques psychosociaux, de la santé psychosociale des travailleurs. Donc, ce webinaire sera enregistré pour ceux qui ne pourront pas participer aujourd'hui, donc il pourra être rediffusé en replay. Et n'hésitez pas, en fait, tout au long de ce webinaire, de poser vos questions sur le chat. On collectera toutes les questions et on prendra un temps pour vous répondre à la fin. Voilà. Donc, je vous propose de commencer. Pour ce faire, nous allons vous présenter ce webinaire à trois. Donc, moi-même, Sophie Anne, donc, je suis consultante HSE spécialisée en système de management et particulièrement la RSE et les risques psychosociaux. Je travaille donc chez DECRA depuis 10 ans et j'interviens sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais laisser la parole à mon collègue Loric pour qu'il se présente. Oui, bonjour à tous, donc Loric Prenet, je travaille chez DECRA depuis une quinzaine d'années et aujourd'hui je suis responsable des projets Sustainability chez DECRA qui touchent à un ensemble de sujets et de services que je pourrais vous présenter rapidement en introduction de ce webinaire. Je laisse la main à Dominique. Eh bien bonjour, je suis merci. Je suis donc Dominique Piessard, je suis formateur, préventeur, responsable technique formation et responsable pédagogique au Auvergne-Rhône-Alpes, sophrologue diplômé de l'Institut de sophrologie caïcédienne de Lyon depuis 1997 et je travaille avec mes collègues sur les risques psychosociaux sur le sujet. Voilà. Et je relaisse donc la parole à ma collègue Sophie. Donc, pour ce faire, nous allons vous proposer l'organisation suivante. Donc, mon collègue Loric Prenet commencera par vous présenter ce que c'est que la transition responsable. On parle de responsabilité sociétale des entreprises. On vous proposera de vous expliquer en fait cette transition responsable. Ensuite, on fera un focus sur les besoins et les attentes des parties prenantes, un des axes clés de la RSE, et un focus sur l'humain, les risques et les risques psychosociaux. Enfin, je vous présenterai le contexte réglementaire associé et on vous présentera en fait notre retour d'expérience, les actions qu'on a pu déjà déployer, mettre en œuvre dans le cadre d'accompagnement à l'évaluation des risques psychosociaux. Enfin, je finirai par passer la main à mon collègue Dominique qui vous parlera de vous dans tout ça et qui vous proposera quelques outils et des exercices de mise en application afin de maîtriser et de gérer votre stress au quotidien. Donc, une transition responsable, qu'est-ce que c'est? Je vais laisser la main à Loric pour vous présenter cette partie-là. Alors, en quelques mots, effectivement, la transition responsable, on va parler de transition, de RSE, de sustainability, de développement durable. Tout ça dans un même objectif, en fait, c'est de mettre une certaine logique dans nos organisations et travailler vers un objectif d'impact positif. Alors, Sophie, tu peux passer à la diapo, s'il te plaît. On a tendance toujours à parler de trois sujets ou de trois sphères, de trois cercles, que sont le cercle de l'économie, le cercle social et le cercle environnemental. Et pendant très longtemps, on a eu tendance à les séparer. L'économie d'un côté, les hommes de l'autre, et puis la planète en dernier. La réalité veut que, en fait, ces cercles qui sont clairement liés les uns aux autres. On a pendant longtemps aussi, quand on parlait de développement durable, plutôt eu tendance à les faire s'intercepter. La vision la plus appropriée, en tout cas de notre côté, c'est effectivement de les inclure les uns dans les autres. Aujourd'hui, on a une économie qui ne fonctionne pas sans un équilibre social ou un équilibre humain. Ces deux sphères-là, la sphère économique et sociale, ne pourront pas fonctionner sans un équilibre environnemental au niveau de notre biosphère. Donc ça, c'est des éléments qui sont effectivement importants à prendre en compte quand on
veut travailler sur une organisation économique viable et durable sur les prochains temps. Ce qui est important à préciser aussi, c'est que ce dont on se rend aujourd'hui de plus en plus compte, c'est que d'un point de vue économique, on avait tendance à considérer que nos ressources étaient infinies, que ce soit l'eau, la biodiversité, l'énergie, etc. Aujourd'hui, il est effectivement temps de se mettre tous d'accord que ces ressources-là sont au contraire finies et ont des limites et qu'il faut les partager de manière équitable. Donc, la responsabilité sociétale des entreprises, vraiment très brièvement résumée, c'est ça, c'est de prendre en compte tous ces enjeux et faire en sorte que tout fonctionne de manière équilibrée. Alors, pourquoi, quand on est un organisme, quand on a un fonctionnement économique, doit-on se mettre dans une démarche de transition ou une démarche RSE pour les entreprises? Les raisons sont assez nombreuses, on en cite quelques-unes ici. C'est déjà parce qu'on peut être soi-même convaincu par conviction personnelle, que ce soit le dirigeant d'une entreprise ou des membres d'un comité de direction ou des membres d'un service en particulier, n'importe quel niveau hiérarchique peut donner un niveau d'influence pour qu'on se mette dans cette démarche-là. Ça, c'est une chose. C'est également une question de pérennité. L'entreprise sera a priori plus pérenne si elle se met dans une démarche de RSE et plus elle sera mûre ou mature dans cette démarche-là, plus elle arrivera à s'adapter. Donc, c'est effectivement indiqué ici, levier de performance économique, sociale et environnementale, bien sûr, on a vu les 3 cercles tout à l'heure. Ça favorise l'innovation et puis c'est un outil de maîtrise des risques puisque quand on travaille sur la RSE, on travaille aussi à l'évaluation des risques et des opportunités et ça permet d'anticiper un certain nombre de choses qui peuvent apparaître à l'avenir. On a un exemple assez concret avec le contexte sanitaire qui est encore bien présent. De plus en plus de textes, d'études démontrent que les entreprises qui sont déjà dans une démarche RSE s'en sortent mieux et sont plus résilientes par rapport à des situations compliquées comme on peut la vivre actuellement depuis presque 2 ans. Ce qui va compter aussi, c'est la prise en compte des parties prenantes. Alors ici, on en cite encore quelques-unes. Hein. Les parties prenantes sont de plus en plus en attente vis-à-vis des entreprises dans cette démarche de transition et de responsabilité sociétale. Donc, il y a bien sûr les clients, vous avez pu peut-être voir apparaître dans des cahiers des charges, des appels d'offres, des choses comme ça, des demandes par rapport à ce que vous mettez en place par rapport à la RSE et à la transition. Les collaborateurs sont aussi en quête de sens et d'implication, c'est-à-dire qu'ils veulent travailler dans une organisation qui essaye de faire mieux, qui cherche à avoir des impacts positifs. Il y a bien sûr les financeurs, notamment sur l'aspect maîtrise des risques, la société civile, et puis bien d'autres parties prenantes, effectivement, qui interviennent. Sophie en parlera un petit peu tout à l'heure. Un autre aspect qui peut aussi favoriser la démarche RSE, c'est le traitement de problématiques particulières. Vous pouvez avoir une problématique dans un domaine, environnement, climat, au niveau de vos salariés, peut-être une question de management, gouvernance ou même une question sur vos fournisseurs. Et du coup, DECRA vous propose une offre de service dans l'ensemble de ces domaines-là. Notre offre de service est basée sur ces 4 piliers en termes de transition et elle est extrêmement variée. Donc, on pourra avoir avec vous une approche globale de RSE, travailler par exemple sur votre accompagnement sur une norme ISO 26000 qui va vous donner les grandes directives RSE. Mais on peut aussi vous accompagner de manière précise sur une problématique que vous avez et qui apparaît ici sur ces différents piliers. Donc, je ne vais pas les détailler. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire un focus, donc, principalement sur le pilier social et salarié. Je m'excuse. Et je vais laisser la main à Sophie pour faire ce focus sur les risques psychosociaux. À plus tard. Merci Lauric pour cette belle introduction. Donc, je reprends la main pour effectivement parler des parties prenantes.
Donc, un des piliers de la RSE en matière de transition responsable, c'est on s'attache en fait à analyser les besoins et les attentes des parties prenantes. Et aujourd'hui, on se rend compte, il y a des analyses, des baromètres qui sont faits, que si je présente quelques chiffres, 59% des salariés sont plus exigeants envers leur employeur pour la prise en compte du bien-être au travail. Et on voit aussi que 74% des salariés pensent que leur entreprise doit être encore plus attentive à son rôle en matière d'écologie et de social. Ces sources nous viennent du 8e baromètre en fait, qui a été fait sur la santé psychologique des salariés en période de crise, qui a été réalisé par OpinionWay pour Empreinte Humaine. Donc, toutes ces données nous amènent en fait à prendre en considération ses besoins et ses attentes de ces salariés qui aujourd'hui ont une réelle volonté de travailler dans des entreprises plus responsables et qui prennent en compte le bien-être au travail. Et dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, entre pénurie de main-d'œuvre, la quête de sens des salariés, la RSE devient un élément clé d'attractivité pour conserver les compétences clés de l'entreprise, pour favoriser les futurs recrutements et remettre un peu au cœur de l'entreprise l'humain, le pilier humain, social, au cœur du management et de l'organisation de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est clairement une demande aussi des générations futures. Face à l'urgence climatique, l'urgence écologique, les étudiants, eux aussi, réclament d'être correctement formés sur les enjeux de la transition environnementale et sociale. On peut citer par exemple le nouveau classement des EcoStart qui montre que les acteurs de l'enseignement supérieur se sont vraiment retroussés les manches pour proposer à leurs étudiants des formations en lien avec les enjeux de demain, intégrant la transition environnementale, sociétale que nous sommes en train de vivre et on se rend compte que quoi qu'il arrive, beaucoup encore reste à faire. Les jeunes diplômés sont de plus en plus nombreux à affirmer qu'ils refuseront de rejoindre des entreprises dont la politique environnementale n'est pas suffisante. Et aujourd'hui, de différents collectifs en fait s'organisent pour pousser les entreprises à avoir une prise en compte en fait plus opérationnelle en fait de ces contraintes environnementales et de ces enjeux du bien-être au travail. Les futures générations en fait, elles cherchent à transformer leur formation, tout ça pour choisir leur future job. C'est un extrait qu'on retrouve dans un des collectifs qui s'est créé pour un réveil écologique, qui justement pousse en fait à donner des clés, que ce soit aux jeunes étudiants, que ce soit aux salariés, ainsi qu'aux entreprises, pour intégrer des démarches plus responsables. Et on peut intégrer ça dans le contexte pandémique qu'on connaît aujourd'hui. On a d'autres indicateurs qui montrent la montée de l'absentéisme, l'augmentation des troubles musculo-squelettiques, l'augmentation des risques psychosociaux, augmentation du turnover. Tous ces indicateurs sont autant de signes d'un mal-être au travail. On se rend compte aujourd'hui, après 18 mois de crise sanitaire, que les Français, les salariés français sont épuisés et ils aspirent à changer de vie. Encore d'autres chiffres, 35% des salariés disent que la crise leur a fait comprendre que finalement, ce qu'ils faisaient au quotidien dans leur travail n'avait pas forcément de sens pour eux. Et 82% des salariés ont des attentes en matière de prévention des risques professionnels, prévention des risques psychosociaux et l'amélioration de la qualité de vie au travail. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, les entreprises, pour pérenniser leur activité, pérenniser leur organisation, avoir un focus clair sur les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail est un enjeu majeur pour garantir la performance de demain. Donc, je vous propose maintenant de réaliser ce focus sur les risques psychosociaux. Les risques psychosociaux s'attachent donc au pilier humain, prendre soin des hommes, si on le recadre dans le contexte de la responsabilité sociétale des entreprises. De nos jours, l'épanouissement des travailleurs, productivité sont clairement étroitement liés. Et malgré tout, un nombre grandissant, malgré le contexte sanitaire que l'on connaît, un nombre grandissant de salariés déclarent souffrir de symptômes liés à des risques psychosociaux.
Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des outils pour les prévenir, des outils pour déployer non pas une culture de la sécurité dans l'entreprise, mais une culture de la santé psychologique des salariés. Donc, les risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, qu'est-ce que c'est? Ça va être des situations de travail où on va retrouver du stress, des situations de violence externe, des incivilités, des agressions et des situations de violence internes à l'intérieur de l'entreprise qu'on peut nommer comme du harcèlement moral, du harcèlement sexuel ou des conflits à l'intérieur de l'entreprise. Ces risques psychosociaux peuvent être regroupés en 6 grandes familles de facteurs de risque qui ont été définis dans le rapport qu'on appelle le rapport Golac du collège d'expertise Golac qui a été publié en 2011. Donc ces 6 grandes familles, ce sont tout d'abord l'intensité du travail et le temps de travail, l'organisation du travail est un des facteurs de risque qu'on va évaluer, analyser et essayer d'organiser pour prévenir les risques psychosociaux associés. On a la mauvaise qualité des rapports sociaux au travail qui peut impacter sur les risques psychosociaux. On a les exigences émotionnelles qui peuvent être générées par le travail, par l'organisation du travail, par le processus qui est mis en place dans l'entreprise. On a ensuite la souffrance éthique, les valeurs qui seraient en incompatibilité avec les valeurs personnelles des salariés. On rejoint sur ce pilier-là les valeurs de responsabilité sociétale des entreprises. Aujourd'hui, on se rend compte que les salariés ont de plus en plus des attentes par rapport aux engagements de leurs entreprises en matière de protection de l'environnement, de bien-être au travail et sont souvent questionnés sur le fait de choisir ou en tout cas de travailler dans une entreprise qui répond à ces valeurs. Un autre facteur, c'est le manque d'autonomie au travail. Le fait de donner une confiance au salarié, de lui permettre d'avoir des marges de manœuvre, d'autonomie, d'organiser son travail, de proposer des axes d'amélioration, ça peut être un pilier favorisant des risques psychosociaux. Et enfin, l'insécurité du travail, l'insécurité de la situation de travail qui a été énormément accentuée avec la pandémie et la réorganisation, les bouleversements qu'ont pu connaître les entreprises. Les risques psychosociaux vont avoir plusieurs impacts. Des impacts bien évidemment sur la santé des salariés, des travailleurs, qui vont pouvoir se décliner comme des maladies cardiovasculaires, des troubles musculo-squelettiques, des pathologies mentales qui peuvent aller jusqu'au burn-out, la dépression associée à l'organisation du travail. Et aussi un impact clair sur l'organisation des entreprises. L'absentéisme qui va pouvoir augmenter, la rotation du personnel, la dégradation du climat social, voire même l'atteinte à l'image de l'entreprise du fait d'une mauvaise culture de prévention de la santé psychologique au travail. Associé à tout ça, un contexte réglementaire. Effectivement, aujourd'hui, on a l'obligation de l'employeur qui est d'évaluer les risques. C'est l'obligation générale d'évaluation des risques des employeurs qui repose donc sur l'évaluation des risques, y compris psychosociaux, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Donc, on intègre à cette obligation de résultat aussi l'intégration des 9 principes généraux de la prévention. Ça s'est décliné de manière opérationnelle par un décret qu'on connaît bien, le décret du 5 novembre 2001, qui permet en fait de formaliser dans un document qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels, l'évaluation des risques qu'on aura fait dans notre entreprise. Et donc, de formaliser aussi l'évaluation des risques psychosociaux qu'on aura réalisés. Et ça ne s'arrête pas à cette évaluation. L'objectif de ce décret est bien d'identifier des actions visant à réduire, voire supprimer ces risques. Et donc, on s'attachera à identifier des actions de prévention et des actions correctives pour pouvoir réduire les risques psychosociaux.
Différents accords interprofessionnels ont ensuite paru afin de préciser certains points. Donc, on peut parler de l'accord de 2008 sur le stress au travail, qui propose, lui, des indicateurs pour dépister le stress et identifier des facteurs de stress dans l'organisation du travail. Donc, ça repose vraiment sur ce travail de l'analyse de l'organisation du travail pour identifier quels sont les facteurs de stress associés. Ça précise aussi la responsabilité de l'employeur dans son obligation de prévention des facteurs de stress. Et enfin, ça a supprimé aussi le terme de stress positif, qui avait tendance à banaliser un peu en fait cette notion de stress et à vouloir toujours se dire qu'un stress positif finalement était bénéfique à l'organisation de l'entreprise et qui du coup donnait moins d'importance aux situations et aux facteurs de stress qui eux étaient plutôt des stress chroniques et qui n'avaient aucun intérêt pour l'organisation de l'entreprise et bien au contraire étaient très fortement délétères. Ensuite, on a l'accord de 2010 qui lui signe donc son positionnement sur le harcèlement et la violence au travail. Donc, cet accord déclare clairement en fait que le harcèlement et la violence sur le lieu de travail ne sont pas tolérés. Donc, violence interne qui est un facteur de stress et un facteur de risque psychosociaux. Il prévoit aussi des mesures appropriées de gestion de la prévention et reprécise les responsabilités afin de déterminer en fait les actions à mettre en œuvre pour éliminer toute situation de harcèlement et de violence au travail. Ensuite, on a un autre accord sur les risques psychosociaux qui lui est plus orienté sur la fonction publique, qui a été signé en 2013 et qui donne en fait, qui impose en fait le fait d'élaborer un plan de prévention des risques psychosociaux dans les établissements de la fonction publique. Et enfin, on a un autre accord en 2013 qui lui parle de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle. Donc, ça marque un tournant important en France, en fait, car il propose une définition du concept de qualité de vie au travail et incite à expérimenter des approches, des actions pour pouvoir favoriser cette qualité de vie au travail. On se rend compte que le sujet des risques psychosociaux est encore tabou dans certaines entreprises. Et parfois, le terme de risques psychosociaux fait peur aux dirigeants, à la gouvernance des entreprises. Et j'ai déjà entendu dire bon, pourquoi vous me parlez de risques psychosociaux? Moi, dans mon entreprise, j'ai pas de soucis. N'allez pas mettre de soucis là où il n'y en a pas. Au-delà même finalement d'une culture et d'une obligation réglementaire qui est d'évaluer les risques psychosociaux et de la volonté de pouvoir déployer pour la pérennité de l'entreprise une culture de la prévention de la santé psychologique au travail. Donc finalement, les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail, c'est pas du tout incompatible, bien au contraire. On se rend compte que quand on reprend les piliers, les facteurs de risque psychosociaux et les piliers de la qualité de vie au travail, bon nombre de ces axes sont communs. Donc, on peut tout à fait aborder une analyse de risques psychosociaux en utilisant un vocabulaire positif, un vocabulaire de la qualité de vie au travail, du bien-être au travail, pour pouvoir favoriser des propositions d'amélioration de la qualité de vie au travail qui permettront de réduire indirectement les risques psychosociaux. Donc, tout ce vocabulaire, en fait, c'est important de l'accorder dans l'entreprise, d'utiliser le même vocabulaire, les mêmes approches, et cela dépendra énormément de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Des entreprises où on a des cas avérés de risques psychosociaux, de situations de crise, surtout dans cette phase de pandémie qu'on connaît encore, où on a un épuisement au travail qui est avéré, il est parfois malvenu de parler de qualité de vie au travail. Inversement, dans des entreprises qui sont déjà plus matures, avec des démarches plus abouties, on ne va pas forcément utiliser cette terminologie de risques psychosociaux, mais on ira vers plutôt des termes de qualité de vie au travail. Quoi qu'il arrive, il est possible de prévenir les risques psychosociaux et de mettre en place des actions, soit de prévention des risques, soit d'amélioration de la qualité de vie au travail. Pour cela,
L'objectif, c'est d'agir en amont des facteurs de stress pour éliminer ou à défaut réduire ces facteurs de stress. Donc, la première étape sera d'identifier les exigences du travail qui pourraient être à l'origine de ce stress. La seconde étape sera d'évaluer les facteurs de risque psychosociaux, de les quantifier, de les hiérarchiser pour pouvoir orienter sur des actions, les actions prioritaires qu'on pourra mettre en place. Donc, comment agir? Là, je vous propose en fait de faire un point sur le retour d'expérience qu'on peut avoir chez DECRA dans le cadre d'accompagnement à la mise en place de culture santé psychologique au travail dans les entreprises. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ce webinaire s'introduit à la suite d'une conférence qu'on a réalisée sur le salon Préventica en juin dernier et de nombreuses questions portaient autour des actions. OK, on a des méthodologies d'évaluation, d'analyse des risques psychosociaux, mais concrètement, quelles sont les actions qu'on met en place sur le terrain? Donc, je vais vous proposer justement de détailler un peu, pour moi, les principales actions qu'on retrouve quasi systématiquement à l'issue de diagnostic des risques psychosociaux. Donc, pour reprendre notre démarche globale d'accompagnement, on commence par le lancement de cette démarche dans l'entreprise. C'est un point important de pouvoir accompagner l'entreprise à la communication d'une telle démarche, à la sensibilisation de toutes les parties intéressées et c'est un vrai facteur de réussite en fait d'une démarche d'analyse des risques psychosociaux. La deuxième étape, ça sera d'analyser l'organisation et le travail. Donc, de proposer vraiment cette analyse de toutes les situations, des différents services, des interactions, du travail pour pouvoir extraire en fait cette évaluation des risques psychosociaux. Concrètement, ça passe par des enquêtes individuelles qui peuvent ensuite être déclinées en entretiens individuels avec un pourcentage représentatif des salariés de l'entreprise. Et enfin, animer des ateliers collectifs pour pouvoir ensemble trouver des pistes d'action et d'amélioration des conditions de travail. Ça nous permet d'alimenter notre évaluation des risques psychosociaux et de l'intégrer dans le document unique d'évaluation des risques pour répondre déjà dans un premier temps à notre obligation réglementaire du décret de 2001. Et enfin, c'est les actions d'amélioration de la qualité de vie au travail et de réduction des risques psychosociaux. C'est de mettre en place des indicateurs de performance pour évaluer l'efficacité de la démarche et utiliser toujours le principe d'amélioration continue qu'on a dans tout système de management. Donc maintenant, je vais vous faire un point sur les actions clés qui me semblent majeures à déployer à l'issue d'une évaluation des risques psychosociaux, ou que je retrouve le plus souvent en tout cas. Donc, la première action clé, c'est de constituer ou en tout cas de favoriser la constitution de groupes de travail pour agir de manière collaborative et participative. Il n'y a pas de mieux placé que vos salariés pour pouvoir proposer et identifier des axes d'amélioration. Donc là, clairement, les actions, c'est échanger, communiquer, expliquer, encourager les travailleurs dans la démarche et dans leur travail au quotidien, bien évidemment. Ça permettra aussi de conduire les changements. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les entreprises sont quotidiennement confrontées à des changements d'organisation, de fonctionnement, le turnover. Donc, c'est important de pouvoir, par le biais de ces groupes de travail, d'ateliers collaboratifs, de pouvoir communiquer, d'expliquer les changements, les décisions qui sont prises et de permettre une meilleure adhésion en fait du terrain à ces changements. La deuxième action clé est en lien avec le fait que 70% des salariés ne savent pas ce qu'on attend d'eux. Aujourd'hui, c'est encore plus accentué avec la crise pandémique qu'on retrouve, qu'on connaît et les conflits de valeurs qu'on peut retrouver entre les salariés et la culture et les valeurs de leur entreprise. Et c'est important de pouvoir accueillir, former, intégrer les salariés, les nouveaux, mais aussi permettre aux salariés présents dans l'entreprise d'être accompagnés aussi dans leur développement professionnel
pour expliquer ce qu'on attend d'eux, expliquer quelles sont les valeurs de l'entreprise, intégrer les nouveaux salariés dans la culture de l'entreprise, tutorer, accompagner, donner des perspectives, former, c'est vraiment des axes clés d'action pour pérenniser l'organisation, favoriser le maintien des compétences en interne, limiter le turnover et permettre aussi d'être une entreprise attractive qui attire de nouvelles compétences et qui favorisera du coup le recrutement dans la période de pénurie de main-d'œuvre que l'on peut connaître. Un deuxième axe associé à ça, c'est la définition des responsabilités, des rôles et des responsabilités. Dans le cadre des changements, des bouleversements que connaissent les entreprises, on se rend compte que parfois une compétence peut être repositionnée ailleurs, on ne redéfinit pas clairement les rôles et les responsabilités, on a des flous, des zones de flou, de non prise en main de certaines tâches. Et finalement, ça va créer des conflits, des insatisfactions, des incompréhensions. Donc, c'est important de vraiment clairement définir les rôles, les responsabilités, et ça s'intègre avec le point au-dessus qui est d'accueillir, former, intégrer, présenter, tutorer, accompagner et donner des perspectives aux salariés qui travaillent dans l'entreprise. La troisième action clé que je retiens est en lien avec la favorisation des pratiques sportives, les échauffements, et pas que pour les travaux difficiles, pas que pour les postes physiquement durs. On se rend compte avec la généralisation du télétravail que les postes de travail ne sont plus forcément idéaux à la maison, qu'on a du temps de travail sur écran qui est encore plus démultiplié, et donc une posture qui n'est pas idéale. Donc pourquoi pas proposer des ateliers d'étirement dans lesquels on pourrait intégrer quelques respirations profondes, de la relaxation, pour pouvoir justement améliorer ces conditions de travail. On se rend compte aujourd'hui que les TMS sont la première cause de maladies professionnelles et qu'un tiers des Français disent souffrir régulièrement du dos. Donc, ça serait intéressant de pouvoir proposer des ateliers et favoriser les pratiques sportives. Un deuxième point aussi, c'est qu'on sait que 34% des Français souffrent d'un sommeil de mauvaise qualité. Ça a été encore plus démultiplié avec la digitalisation, la connexion 24 heures sur 24, l'accès aux mails, au téléphone, à la maison, ce qui fait que la qualité du sommeil des Français s'est bien fortement réduite ces 10-20 dernières années. Donc là encore, proposer des ateliers pour sensibiliser à l'importance de la qualité du sommeil, l'importance de l'équilibre vie perso, vie pro, la possibilité de pouvoir vraiment mettre en place avec rigueur la déconnexion sont des axes de communication et d'action intéressants. Et enfin, toute démarche ne s'arrête pas au diagnostic, à l'évaluation des risques. Donc, c'est de mettre en place un système de veille et d'identifier des indicateurs d'efficacité, de réussite pour remonter des signaux, des informations du terrain et améliorer en continu en fait la démarche de culture santé psychologique au travail. Donc, c'est d'avoir des référents qualité de vie au travail permettant de détecter des signaux précoces de mal-être au travail, de pouvoir poursuivre l'utilisation de groupes de travail, de groupes projets permettant un peu de décloisonner et d'agir et de surveiller l'efficacité de la démarche et la réussite de la démarche. Donc, voilà pour les grands axes d'action qui s'offrent à vous. Enfin, vous dans tout ça. Prendre en considération la qualité de vie au travail dans son entreprise, c'est une très belle chose, mais c'est difficile à faire tant qu'on n'a pas pris en compte déjà notre propre écosystème intérieur. Donc, comment gérer son propre stress? Comment agir pour préserver son environnement intérieur au quotidien? C'est la dernière action que je vous propose, c'est de proposer à vos salariés des techniques. De nombreuses existent.
On peut parler de sophrologie, de méditation, de yoga, de cohérence cardiaque, qui permettent en fait de donner des outils à vos salariés pour contrôler, maîtriser leur stress. Donc, je vais passer la main à mon collègue Dominique qui va vous parler de la partie suivante sur la gestion du stress. Voilà, afficher le... Merci. Bien, nous allons parler quelques instants du stress et puis après, je vous proposerai une petite séance de relaxation dite statique. Donc, dans un premier temps, pour parler du stress, c'est un terme qu'on utilise depuis déjà très longtemps, qui va définir le comportement des personnes face à des sollicitations. Hein. Le stress devient nocif lorsque nos capacités d'adaptation se trouvent dépassées. Si tu veux bien, si. Donc, comment ça va se manifester dans les risques psychosociaux, ce stress? Eh bien, on va distinguer des origines, situations de stress aigu. Ça, c'est quand une personne doit faire face à un événement ponctuel. Ça, on peut y être confronté eh bien, au quotidien. Hein. Une sollicitation, on réagit, un petit coup de tension et on est reparti, on va maîtriser. Quand on bascule dans le stress chronique, c'est une situation qui devient durable et qui va entraîner des, je dirais, somatisations, c'est-à-dire des effets sur la santé, des dysfonctionnements par la suite dans l'entreprise. Donc, du coup, en termes de symptômes, hein, hormis ceux qui ont déjà été évoqués, hein, les troubles musculo-squelettiques, les troubles du sommeil, de la digestion, de la fatigue, etc., on va avoir des troubles émotionnels qui peuvent déboucher sur des crises de nerfs et entraîner forcément des relations difficiles. Des symptômes intellectuels, troubles de la concentration, des oublis, des erreurs dans son travail, des difficultés à prendre des initiatives ou des décisions. Cela va entraîner évidemment le risque, une augmentation des risques d'accident au travail. Et puis, des comportements potentiellement addictifs, du repli sur soi, la diminution des activités sociales, un renfermement. Dans les conduites addictives, eh bien, le plus classique, c'est évidemment la cigarette, puisque lorsque nous avions fait la conférence après Ventica, j'avais évoqué le temps non seulement perdu pour l'entreprise, mais le côté néfaste, hein, puisque quelqu'un qui va fumer ne serait-ce que 10 cigarettes dans la journée, eh bien, c'est environ plus d'une heure en cumulé perdu pour le travail, mais aussi une heure de mauvaise action pour sa santé. Hein. Donc, ça a des conséquences multiples. Du coup, les solutions qu'on peut proposer sont des techniques basées sur la sophrologie qui vont permettre d'identifier les facteurs déclencheurs du stress dans le cadre de travail de groupe. On va proposer donc à chaque participant d'échanger sur ses propres facteurs d'identification du stress, comment il s'exprime chez lui, et lui apporter des solutions qu'il pourra appliquer au quotidien, au travail comme à la maison, et de développer donc son autonomie. Grâce donc à des exercices de pratique de relaxation dynamique et statique, et le renforcement de l'esprit d'équipe, grâce aussi à des techniques d'expression ludiques qui vont permettre d'interagir entre les personnes
et de réapprendre à communiquer, réapprendre à se considérer quelque part. Ce travail donc qui est une prise en charge de sa propre autonomie qui va évidemment s'entendre que sur une participation volontaire. On ne peut pas concrètement imposer à une personne de se prendre en charge. Alors, la méthode que nous proposons est basée sur une alternance de techniques dynamiques et statiques, comme déjà évoqué, qu'on utilise en sophrologie et qui a pour but de renforcer l'appréhension que nous avons de notre corporalité, de notre schéma corporel. Pour ça, eh bien, c'est utilisable à n'importe quel moment, n'importe où, au bureau. Il n'y a pas besoin de tenue particulière, ni de matériel. Une séance est organisée comme nous proposons, mais il peut y avoir évidemment d'autres solutions. Nous allons proposer des solutions qui vont se dérouler sur une demi-journée, environ 3 heures, avec une première phase d'échange sur les facteurs d'appréhension des facteurs de stress, de manière individuelle, puis des exercices de relaxation dynamique, et enfin une technique d'expression de relation ludique éventuellement, en fonction du contexte, et de l'analyse que nous aurons fait au préalable, un retour d'expérience des échanges, et pour conclure, des exercices de relaxation statique que je vous proposerai à l'issue de cette ensuite. Alors, pratiqué depuis quand même pas mal d'années, et à l'issue de ces séances de 3 heures, 90% des participants ont ressenti un apaisement et surtout demandent bien évidemment quand aura lieu la prochaine séance. Voilà. Donc, je vais vous proposer maintenant une petite séance de relaxation. Alors, j'ai un petit souci avec ma caméra. Voilà, je ne me voyais plus. Et donc, je vais vous proposer de vous installer déjà confortablement sur vos sièges. Avant tout, ce que je vous propose, c'est évidemment de remettre votre corps en mouvement, puisque vous avez été très assidu et donc très concentré. Dans un premier temps, nous allons donc nous étirer un petit peu, faire des mouvements de tête, avec la nuque, remettre en mouvement tout ça. Et puis, vous installer confortablement, le dos bien calé contre votre chaise, vous relâchez les bras qui reposent tranquillement sur les jambes. Et puis, on va fermer les yeux et, dans un premier temps, prendre conscience des contacts avec notre corps sur notre siège. C'est-à-dire que nous sentons le dos, nos fesses sur le siège, évidemment, nos cuisses, et puis les pieds en contact avec le sol, posés à plat autant que possible. Alors, je vais vous demander de faire un effort de concentration. Vous avez les yeux fermés, évidemment, et puis vous allez centrer votre intérêt sur votre respiration. Votre respiration est comme elle est, et vous allez consciemment, volontairement, l'amener à un rythme lent et rythmé. Votre respiration est lente et rythmée. Nous allons consacrer
10 minutes de notre temps à nous-mêmes, ce qui est chose rare. Centrez votre conscience sur votre respiration, lente et rythmée. Progressivement, nous allons imaginer que nous sommes capables de libérer les tensions depuis le sommet de notre tête, de notre crâne, jusqu'à l'extrémité de nos doigts, des mains, des pieds. Alors, imaginons que nous partons depuis le sommet de la tête et comme une détente qui descendrait, on va installer consciemment, volontairement la détente dans notre corps. Nous libérons les tensions peu à peu au niveau de notre tête, du front, les yeux. Nous sommes capables de libérer les tensions de nos yeux, de notre nez, de notre bouche. Si vous avez tendance à serrer des dents et libérer, bâillez éventuellement et ne serrez pas les dents. Laissez la langue reposer tranquillement à l'intérieur de la cavité buccale. Relâchez, et oui, relâchez vos oreilles, votre nuque. Libérez volontairement, consciemment les tensions dans votre cou. Centrez votre conscience sur votre respiration lente et rythmée. Relâchez les épaules. Les bras. Nous allons descendre peu à peu la détente dans nos bras, nos avant-bras. N'oublions pas les coudes. Prendre conscience de notre corps dans la détente. Relâchez les avant-bras. Ils reposent par leur propre poids. Laissez faire l'attraction terrestre, la pression atmosphérique. Relâchez les poignets. Dirigeons consciemment la détente dans les doigts des mains, le pouce, l'index, etc., jusqu'au bout des ongles. Nous sommes consciemment capables de diriger cette détente qui prend la forme que vous voulez jusqu'au bout de nos doigts, jusqu'au bout des ongles. Votre respiration est toujours lente et rythmée. Nous allons peu à peu diriger cette détente le long de notre colonne vertébrale. Libérer ainsi les tensions sur notre cage thoracique, le diaphragme. Notre respiration est toujours lente et rythmée. Relâchons les tensions au niveau du ventre. Siège de beaucoup de tensions, nous libérons les tensions sur la ceinture abdominale, le dos qui nous fait souvent souffrir. Nous relâchons les tensions. Notre respiration est toujours lente et rythmée.
Libérons les tensions eh bien, dans nos fesses aussi. Hein, elles sont en contact avec notre chaise, nous en sommes conscients. Nous relâchons les tensions dans nos jambes, les cuisses et les genoux. Nous accompagnons les mollets, les chevilles se détendent. Puis les pieds, la plante des pieds. Nous imaginons que nous sommes capables toujours de diriger cette détente jusque sous la plante de nos pieds, à l'extrémité de chacun individuellement de nos doigts de pied. Nous allons nous installer progressivement dans une détente globale. Restez quelques instants dans cette détente. Et maintenant, je vais vous proposer d'imaginer, de faire un petit travail d'imagination. Vous allez essayer de vous approprier une image neutre, qui n'évoque pas de sentiments, qui n'évoque pas d'émotion pour vous. Je vous rassure, une image confortable. Vous visualisez peut-être un coin de nature, peut-être ce que vous voulez, une couleur, ne serait-ce que cela. Quelque chose qui vous détend, qui vous rassure, mais qui ne soit pas chargé en émotions. Vous contemplez cette image. Cette image deviendra votre havre de paix, un lieu qui n'appartient qu'à vous pour vous y ressourcer, vous y détendre. Concentrez-vous sur cette image. C'est la vôtre. Restez un instant au contact de cette image. Puis revenez. Nous allons bientôt reprendre conscience de notre environnement. Pour cela, je vais vous demander de, à nouveau, centrer votre conscience, votre état de conscience sur votre respiration. Elle est toujours lente et rythmée, mais peu à peu, vous allez modifier ce rythme. Vous préparez à reprendre contact physiquement avec votre environnement. Et pour cela, vous allez prendre une première grande inspiration. Une seconde. Puis une troisième. À votre rythme, sans aucune précipitation. Prenez surtout votre temps. Remettez peu à peu votre corps en mouvement.
D'abord, les doigts des mains, les pieds. Petit mouvement de tête, les cervicales. Les yeux sont toujours fermés. Commencez à vous étirer doucement. Sans précipitation. Ah, on décolle le dos du siège et on pour reprendre contact avec notre environnement visuel aussi. Voilà, une petite séance d'environ 10 minutes, sachant qu'une séance comme cela, eh bien, d'une manière générale, dure entre 45 minutes et 1 heure. Voilà, suivi évidemment d'un échange. Alors, j'espère que vous en aurez bien profité et je vais rendre la parole à ma collègue Sophie qui va faire la... Merci pour tout, Dominique. On a pu tous profiter effectivement de ce moment de pause et de sérénité. Ça fait du bien en fait, effectivement, et c'est assez rare de réussir à avoir nos 10 minutes rien que pour nous. Donc voilà, c'est ce genre d'exercice que vous pouvez proposer à vos salariés pour prendre en considération un peu cette gestion de notre stress et de notre quotidien. Donc, merci à tous pour votre attention. Voilà, je crois qu'il y a eu des questions. Oui, tout à fait. Nous avons une question sur notamment le déroulement d'un accompagnement et s'il y a des coûts variables. Hop là. Mathilde, dis-moi, est-ce que je vois pas forcément les questions en fait. Oui. Alors, on a une question sur comment se déroule un accompagnement et s'il y a un coût variable. Alors, tac, tac, tac. Donc, il nous reste quelques minutes. Donc, on va essayer d'aller assez rapidement. Donc, effectivement, au niveau de la mise en place d'un accompagnement, donc j'ai une question sur le coût d'un accompagnement par DECRA. Là, ça va vraiment dépendre en fait du niveau de précision que vous souhaitez et du déploiement d'une démarche. Donc, on a différents niveaux de démarche. On va faire un pré-diagnostic avec la constitution d'un questionnaire qu'on va envoyer à l'ensemble des salariés. On peut aller jusqu'à la sélection de volontaires pour réaliser des entretiens individuels, pour pouvoir compléter ensemble toute une logique de questionnement pour pouvoir identifier les risques psychosociaux, et l'animation, aller jusqu'à l'animation de groupes de travail justement pour déployer et identifier ensemble les actions les plus pertinentes et prioritaires à mettre en place. Donc, suivant le niveau de détail que l'entreprise choisit et le niveau d'autonomie qu'elle souhaite avoir en fait pour son projet qualité de vie au travail, risques psychosociaux, les coûts peuvent vraiment varier du simple au triple. Donc, ça va être difficile de pouvoir donner une fourchette de prix. Mais effectivement, n'hésitez pas à nous contacter. Donc là, vous pouvez me contacter directement sur tout ce qui est Auvergne-Rhône-Alpes. Pour toutes les questions, même en France, je vous redirigerai vers mes collègues qui sont présents en local pour vous accompagner, et on pourra discuter effectivement de vos besoins et de ce que vous souhaitez faire. Voilà. Tac, tac, tac. Laurie, est-ce que tu avais identifié d'autres questions auxquelles tu voulais répondre? Parce que je ne vois pas forcément beaucoup d'autres questions à mon niveau. Alors, de mon côté, effectivement, j'ai une question sur les subventions possibles sur ce type d'accompagnement. Les subventions, il y en a effectivement, mais c'est soumis à certains critères. Il est midi pile.
Donc, je pense qu'on a on a bien respecté le timing, effectivement. Donc voilà. Et n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de nous si vous avez des questions plus précises. C'est souvent plus facile, effectivement, que d'écrire une question dans un chat. Donc voilà, on est là pour vous accompagner. Ah, j'ai pas le micro. Ok. Oui, effectivement, il y a eu quelques interventions que tu n'as pas entendues, Sophie. Ah, désolée. Problème technique. Bon, bah, du coup, d'autres ont dû entendre ce qui s'est passé. Voilà, donc je me permets juste de terminer parce que j'intervenais simplement pour dire que les aides, les subventions sont très dépendantes en fait de critères de nombre de salariés, de choses comme ça. Il y a plein de choses qui peuvent intervenir. Donc là, de la même manière, vous pouvez vous rapprocher de nous pour évaluer ces points-là ensemble. Ça se fait de manière individuelle. Très bien. Merci, Lauric. Bon, si vous êtes tous d'accord, on va clôturer notre webinaire. Donc, je vous remercie tous pour votre participation et à très bientôt pour échanger sur ces sujets qui nous intéressent et qui nous tiennent à cœur. Merci encore à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir à tous.